Bonsoir tout le monde. Créons du lien face aux grands défis de l'humanité. Je reviendrai tout à l'heure sur l'océan bien commun, parce que c'est une notion que, indépendamment de mon mandat de députée européenne, j'essaie de porter là depuis 2 ans. Mais d'abord, peut-être, il y a plein de messages dans cette vidéo, en fait. Et notamment, il y a 2 bateaux. Le bateau noir, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Il y en a un qui navigue ici. Penduic, lequel? Le 6. Le Penduic 6, c'est un bateau mythique qui était le bateau d'Éric Tabarly et qui a une nouvelle vie finalement. Finalement, il écrit une nouvelle histoire, il est recyclé lui aussi, mais dans un formidable projet qui est mené par Marie Tabarly, la fille d'Éric, et qui, elle, essaie de sensibiliser avec des artistes qu'elle embarque, et aussi des funambules comme Théo, qu'on a vu. Enfin, ils ont relevé un défi que j'imaginais même pas possible. D'ailleurs, tous les marins disaient, mais comment ça va être possible de relier ces 2 bateaux? Et finalement, ils l'ont fait. Le bateau rouge, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'était? VDH, super. En fait, c'est le bateau, effectivement, construit par Jean-Luc Van Den Ede. Ah ben voilà, génial, merci de l'avoir ressorti. C'est le bateau de mon premier Vendée Globe. Et ce bateau, en fait, mes 2 bateaux ont les records du monde, de nombre de tours du monde en solitaire. Et c'est un bateau qui était à l'abandon pendant 10 ans. Il est resté à l'abandon sur les quais à La Rochelle. Et il a failli partir à la casse, partir au recyclage, mais il n'y a pas de recyclage pour des bateaux en carbone aujourd'hui. Et mon mari l'a racheté parce qu'il, lui, rêvait de courir la route du Rhum. Et ce bateau, il vit une nouvelle histoire. Voilà, c'était aussi cette symbolique du recyclage. Et puis aussi, on a eu envie de faire finalement ce défi, aussi pour dire qu'on allait dans le même sens et qu'on participait les deux projets à une même, qu'on allait dans la même direction. Alors moi, je vais effectivement, comme Olivier, tu l'as dit, essayer de témoigner au travers de mon parcours, partager aussi avec vous quelques convictions que j'ai. Moi, j'ai eu 3 événements assez fondateurs dans mon parcours avant la fin de la course au large. J'ai arrêté la course au large en 2002. Hein, pour tout vous dire, ça fait 18 ans que je suis engagée sur la préservation de la mer et du littoral. Les 3 événements fondateurs, c'est gamine, j'ai eu la chance mon père faisait de la plongée sous-marine, et j'ai eu la chance de mettre la tête en dessous avant de naviguer au-dessus, et j'ai compris que la mer était vivante. Sans doute à mon insu, parce que gamin, on ne se rend pas compte de... Finalement, on est juste émerveillé. Je plongeais soit à Marseille, en Méditerranée, soit à Roscoff. Et voilà. Le deuxième événement fondateur, c'est en 91, donc il y a bientôt 30 ans. Première traversée de l'Atlantique en solitaire sur un petit bateau de 6,50 m. Et dès cette année-là, j'observe. Alors, je voyais déjà, en plongée, je voyais déjà des déchets dans les fonds. Mais en 91, je me retrouve en plein milieu de l'Atlantique, à voir des pains de polystyrène, des bouteilles plastiques. Et là, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à l'époque, personne ne parlait. C'était bien avant les premières expéditions de traversée du Pacifique. Personne ne parlait des déchets en mer. Personne n'imaginait, en tous les cas, qu'on puisse en retrouver à cet endroit-là. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et la réaction, le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est pas où sont les affreux pollueurs. Je me suis sentie responsable. Je me suis dit, mais comment en est-on arrivé là collectivement? C'est ce sentiment-là qui m'habite encore aujourd'hui, après 20 ans presque 20 ans de mobilisation. C'est du coup, qu'est-ce que moi je peux faire? Cette responsabilité individuelle, mais aussi collective, c'est celle-là aussi qui est intégrée dans la notion de bien commun, parce que si l'océan est un bien commun, ça veut dire qu'il est en fait, il nous rend des services écosystémiques formidables, j'en reparlerai tout à l'heure, et donc on doit en prendre soin tous. Il n'y en a qu'un seul océan. On dit les océans, la réalité c'est qu'il n'y a qu'un seul océan. Donc ça, c'est le deuxième élément fondateur. Le troisième événement fondateur pour moi, c'est mon premier Vendée Globe, bouclant un tour du monde, une chose que j'aurais jamais pu penser possible, parce que le premier Vendée Globe est sorti,
s'est déroulée en 89. À l'époque, j'étais journaliste à la revue de Thalassa. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette course formidable. Je rêvais déjà d'être navigatrice, mais je ne l'étais pas encore devenue. J'étais journaliste. Mais je me suis dit, jamais je ne serais capable de faire ça. C'est pas pour moi, c'est trop grand, c'est trop... Et puis finalement, quelques années plus tard, je suis au départ en 92, je vois les bateaux partir, je me dis, waouh, voilà, ce truc-là, je serai au départ dans 4 ans. Et j'ai bouclé ce Vendée Globe 96-97, qui a été un Vendée Globe extrêmement difficile, dur. Il y a 4 bateaux, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Vendée Globe. On était 15 au départ, on était 6 à l'arrivée. Il y a 4 bateaux qui se sont retournés. Et moi-même, j'ai chaviré dans l'océan Indien. Mais la leçon que j'ai apprise, incroyable, c'est que dans ces situations difficiles, comme on n'a pas le choix, parce qu'il y a une question de survie qui est palpable. En ce moment, elle est palpable, le sentiment de danger. Mais on a encore le choix parfois. On a l'impression que le changement climatique, les défis climatiques, les défis face au... On a l'impression que voilà, c'est pour demain. Non, quand on est en mer et qu'on est dans des conditions périlleuses, on n'a pas le choix, il faut trouver la solution tout de suite. Eh bien, je peux vous dire qu'on la trouve toujours, la solution. On la trouve toujours. Autre enseignement de la course au large, c'est qu'on vit dans un monde d'innovation permanente. On essaie de faire des bateaux les plus rapides possibles. Et on arrive à faire des bateaux qui non seulement voguent, mais volent aujourd'hui. Quand on voit le bateau que j'avais en 98, en 2000 pour mon deuxième Vendée Globe, et je veux bien qu'on mette la première image de ma présentation, il était le plus rapide de sa génération. Aujourd'hui, il prend le départ du prochain Vendée Globe, c'est le bateau jaune. Ça, c'est le Cigare Rouge. Et ça, c'est celui que j'ai fait construire en 98 et qui a été vraiment l'un des plus rapides. On a gagné des courses. Je n'ai pas brillé dans le Vendée Globe. Malheureusement, j'ai débatté 2 jours avant l'arrivée, mais j'ai bouclé mon deuxième tour quand même. Et ce bateau, aujourd'hui, il est obsolète. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on a fait un gap de progression formidable. Et donc, ce premier Vendée Globe et ce bateau m'ont prouvé d'une part que l'homme avait un potentiel incroyable et collectivement, on pouvait véritablement mais s'embarquer dans des aventures formidables. Je veux dire, on a marché sur la Lune, on doit pouvoir relever le défi climatique et c'est la conviction que j'ai qu'on va pouvoir le relever. C'est aussi ce bateau qui me la donne parce que et l'évolution des bateaux, parce qu'on est capable d'inventer des bateaux qui volent aujourd'hui. Donc, on va bien être capable de trouver des solutions alternatives à des plastiques qui n'étaient pas... Si on ne parle que de la question plastique, et à trouver d'autres énergies que celles qui émettent. Donc, j'ai arrêté la compétition fin 2002 en me demandant, mais comment moi je peux... Voilà, responsabilité individuelle et collective, comment moi je peux m'engager. Je suis journaliste, je découvrais des solutions et je sais que c'est un sujet qui préoccupe finalement, c'est le cœur du sujet de rupture. Quelles solutions allons-nous mettre en œuvre? Et je me suis rendu compte que les solutions à l'époque, personne n'en parlait, on ne parlait que des problèmes. On a de la chance aujourd'hui, ça fait du buzz quand on développe des solutions. À l'époque, ça n'intéressait personne. Donc la journaliste que j'étais a eu envie de montrer des solutions. Je me suis embarquée j'ai tourné des documentaires, etc. Et sur le développement durable, j'ai fait plusieurs tours de France des solutions pour le climat aussi. Après, en 2015, j'ai refait ça. Et puis, j'ai essayé aussi d'agir sur le terrain. J'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que je peux... La filière qui est la mienne, c'est la filière, la plaisance, le nautisme. Donc, je suis partie dans un premier projet de bateau éco-conçu. Alors, en 2002, je ne parlais pas d'éco-conception parce que je ne savais même pas que ça existait. Et cherchant à savoir dans quel matériau j'allais construire mon bateau, parce qu'il faut savoir que 80% des matériaux qui composent les bateaux de plaisance, c'est un composite fibre de verre, résine polyester, qui n'est pas recyclable en fin de vie. Alors, aujourd'hui, il y a des filières qui viennent enfin, 20 ans plus tard, de se mettre en route, mais il n'y a pas de solution pour les composites parce qu'on est sur vraiment 2 matériaux complètement différents. Et voilà.
Et donc, je me suis posé la question, aluminium, pourquoi pas? D'ailleurs, on était parti finalement pour l'aluminium. Et me posant des questions, j'ai découvert les travaux de l'Université de Lorient sur les matériaux biosourcés, surtout sur les fibres de renfort. Alors, ça m'intéressera d'en discuter avec Gunther Pauli de tout ça, parce qu'on a traversé, on a conçu ce premier canoë totalement compostable, c'est-à-dire qu'il était en fibre de lin et en résine, enfin le polymère, c'est du PLA, c'est de l'amidon de pomme de terre, etc. Alors, le cycle de vie, si vous calculez le cycle de vie de notre prototype, il est minable, hein, parce que il fallait le lin, on a dû le faire comme il n'y avait pas encore de filière, alors que la France... Pas encore, mais ça, voilà, ça va émerger. Il faut savoir que la France est le premier producteur mondial de fibres de lin et que les débouchés autres que le textile intéressent beaucoup les producteurs de lin. L'Europe est le premier producteur mondial de chanvre. C'est pareil parce qu'on aurait pu le fabriquer en chanvre. Et d'ailleurs, il y a la Confédération européenne du lin et du chanvre qui essaie de trouver des débouchés. Et donc, quant au PLA, il était issu de l'amidon de maïs. Alors, je me suis posé la question, quelle est la pertinence écologique de tout ça? Et quelques années plus tard, je suis rentrée au Conseil économique, social, environnemental, où j'ai porté un avis sur les fibres de lin comme renfort, comme les matériaux biosourcés, l'exemple des fibres. Est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? C'était vraiment intéressant. Et puis, j'ai fini par travailler. Alors, je vous passe un peu tout ce qui est là-dessus. J'ai fini par travailler. J'ai poursuivi avec un autre projet en me disant, OK, là, il y a la question des matériaux, mais il fallait avoir une approche systémique. Alors, pour moi, c'est très important. J'ai toujours... Si vous voulez, aujourd'hui, tous les projets autour de la réduction ne parlent dans les défis climatiques, on parle éminemment de la réduction des émissions de CO2 dues à la propulsion, à la motorisation, mais pas forcément suffisamment, à mon sens, de tout le cycle de vie, de toutes les émissions liées aux matériaux, liées au traitement des eaux, etc. Et donc, je me suis dit, mais si je veux essayer de faire le bateau le moins impactant, alors il ne faut pas essayer de lire ce qui est là, je pourrais vous le dire, mais hier, j'essayais de faire un bateau le plus rapide possible. Donc demain, je veux faire un bateau de plaisance, laboratoire pour toute la plaisance. Donc c'est un projet industriel qui travaille dans tous les compartiments du jeu. Et je savais en plus que toutes ces innovations existaient, puisque ça faisait déjà quelques années que je voyais les industriels ne pas réussir à sortir leurs innovations de leur tiroir. Pourquoi? Parce que souvent, et ça vous devez l'expérimenter tous les jours, les solutions, elles sont portées par des PME, voire des TPE. Et dans la course au large, on connaît très bien ça, parce que toutes les innovations qui naissent dans la course au large, elles sont portées, parfois elles sont développées dans le garage d'un Géo Trouve-Tout, etc. Et donc, le pari que je faisais, c'est que j'ai lancé un appel à projet à la collaboration dans la filière nautique, et j'ai une quinzaine de PME qui, sur tous les compartiments du jeu, m'ont répondu. On dit, moi, oui, ben je le savais qu'ils allaient répondre. Moi, je développe des matériaux biosourcés. Moi, j'ai envie d'essayer de développer un équipement de traitement des eaux noires et grises sur les bateaux de plaisance. Parce que pour l'instant, la législation européenne nous a obligés à mettre sur nos bateaux de plaisance des cuves à eau noire. Les eaux des toilettes, on n'a pas le droit de les rejeter dans un port. Il faut être au large pour pouvoir les rejeter. Mais les eaux grises qui viennent de la vaisselle, des douches, etc., surtout quand on n'utilise pas de produits biologiques, de détergents bio, ça a un impact sur la biodiversité. Donc il y avait ce système de traitement des eaux noires et grises. On voulait développer aussi un compacteur de déchets, mais adapté à des petits bateaux, parce que ça existe déjà sur les gros bateaux. Voilà, ça on le faisait avec Plastimo. On voulait développer une aile. Alors ça, c'est intéressant. Pour revenir en arrière, c'est celui-là. Vous voyez, l'aile qui est là, elle a été développée sur la Coupe de l'Amérique, inventée pour la Coupe de l'América. C'est-à-dire c'est une aile rigide,
C'est pas une voile souple, c'est une voile rigide. Et donc, l'architecte qui a conçu, le cabinet qui a conçu ça, a l'idée de développer ça pour le transport maritime. Et demain, ça va être développé pour le transport maritime. Il y a un projet qui voit enfin le jour, Canopée, et qui verra un bateau équipé de plusieurs ailes comme ça. Mais ça fait des années qu'il a ce projet-là et qu'il n'arrivait pas à le sortir de son tiroir non plus. L'aile de kite, là, c'est Yves Parlier, qui est un marin que vous connaissez, Yves, qui a couru aussi le Vendée Globe. Et Yves, il est en train de signer un contrat avec CMA-CGM parce que ces deux solutions de propulsion complémentaires, elles permettent de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Bien évidemment, il y avait un moteur électrique, haute performance, il y avait une gestion intelligente de l'énergie à bord. Il y avait aussi, tu en parlais tout à l'heure, les peintures anti-fouling. En fait, c'est un peu absurde. En fait, il fallait trouver, on travaillait sur comment s'appelle, une peinture anti-fouling biosourcée, c'est-à-dire que la peinture anti-fouling, elle est là pour tuer finalement les micro-organismes qui pourraient se développer sur les coques. Sauf que quand vous avez 500 bateaux dans un port de plaisance qui perdent leur peinture anti-fouling, du coup, ça tue tous les micro-organismes autour. Donc, il fallait en trouver un plus doux pour la nature, on va dire ça comme ça. Voilà, ce projet n'a jamais vu le jour, sans doute parce que tous les projets que j'ai menés, j'avais 10 ans, sans doute 10 ans d'avance. En revanche, toutes les innovations sont en train d'émerger les unes après les autres. Donc, voilà, c'est une grande satisfaction. On a été lauréat des investissements d'avenir. Et à l'époque, vous allez rigoler, mais la Fédération des industries nautiques avait diffusé une lettre comme quoi ce projet était dangereux. Hein, vous connaissez il y a cette histoire, il paraît qu'une innovation, elle passe toujours par 3 stades. Elle est d'abord ridicule, ensuite elle est dangereuse, et après elle finit par être évidente. C'est ça. Moi, j'étais au stade de la dangerosité. Pourquoi dangereux ? Parce que c'était pas ça le marché, l'avenir économique de la filière nautique. En plus, j'osais proposer, j'avais plusieurs régions littorales qui m'accompagnaient, qui m'ont beaucoup soutenue, et je leur proposais d'avoir un projet qui était structurant pour la filière nautique. On était vraiment sur du marché local. Qu'est-ce que m'a dit le plus gros fabricant qui est vendéen et que j'adore, que j'ai essayé d'embarquer le groupe Beneteau dans ce projet-là. Et j'avais des copains dans le groupe Beneteau qui m'ont dit « Mais Catherine, si on a besoin d'une innovation, on la prend sur l'étagère. Et en général, ce n'est pas en France qu'on la trouve, c'est en Allemagne, c'est aux États-Unis. Mais voilà. » Alors que ce projet avait pour objectif d'essayer de faire sortir, voilà, de développer une éco-filière nautique. Voilà. Bon, ben écoutez, mais c'est pas grave, il aura inspiré, paraît-il. Je vais peut-être pas revenir sur ça. C'est ma prise de conscience pendant toutes ces années-là. Il y a un événement aussi très marquant qui a été pour moi le Grenelle de la mer, qui m'a permis de comprendre, voilà, ce que je comprenais déjà ce que je ressentais quand j'étais gamine, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que ma sensibilité à la mer, elle est née dans ces paysages-là de laminaires. Voilà. Je voudrais juste rappeler quelques éléments pour que vous fixiez les idées. C'est que la moitié de l'oxygène que l'on respire vient de l'océan. Alors c'est le scientifique qui pourrait mieux en parler que moi, et qu'il capte un quart de nos émissions de CO2. Le schéma que vous avez là-haut, c'est celui de la circulation thermohaline, et en fait qui en fait la machine, le moteur de la machine climatique sur la Terre. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je voudrais pas être trop longue. Et l'océan, c'est aussi un trésor pour l'humanité. C'est ce que dit notre appel pour l'océan bien comme l'humanité. J'ai mis là, c'est un trésor parce qu'il nous fournit l'oxygène, qui capte le CO2, mais c'est parce c'est un puits d'énergie formidable. C'est aussi les ressources hydriques. Vous savez est-ce que vous avez une idée sur la Terre, comment sont réparties les ressources hydriques entre l'eau de mer, l'eau douce? Vous avez une idée? L'eau de mer, ce que c'est? Ouais, c'est 97,3, bravo. Les nappes phréatiques, c'est 0,05%. Enfin, c'est totalement ridicule. Les glaciers, c'est 2%. Donc, voilà. Et l'océan, c'est 71%
de la surface de la planète. Je vous ai mis, bon, ça c'est sur les impacts, il y a les déchets évoqués par François tout à l'heure, mais il y a bien évidemment le tourisme, c'est quand même un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'arriver, on a en ce moment des territoires qui accueillent bien au-delà de ce que les écosystèmes sont en capacité de pouvoir accueillir. Bon, le corail qui blanchit, les dégazages, on a réussi à bien réduire les dégazages, notamment en donnant beaucoup de pouvoir aux préfets maritimes en France, et puis la fonte de l'Arctique, etc. J'ai mis cette photo parce que moi, je trouve qu'elle est toujours impressionnante dans les pressions. Je ne sais pas si vous connaissez ce site Marine Traffic qui vous donne en temps réel la circulation des navires à travers le monde. C'est le réseau AIS. Et bon, moi, c'est une capture d'écran. Si j'avais zoomé, j'en aurais encore vu plus. Et quand on dézoome, on voit toute la surface de la planète qui est couverte de bateaux. Alors, bien évidemment, ce n'est pas à l'échelle. Mais c'est pour vous dire que, vous savez que 90% des objets qui sont dans cette pièce sont passés par la mer. Je veux dire, le transport maritime, et en plus, les émissions sont absolument colossales. On les a pas, elles sont moins importantes, les émissions de CO2 sont moins importantes que les émissions du transport terrestre. En revanche, les émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote sont très importantes et très dangereux pour la santé. Voilà. Et on dit que le trafic maritime devrait augmenter de 50 à 250% dans les années à venir. Un autre, dans les enjeux maritimes, qui, moi, me préoccupe aussi depuis quelques années, au-delà du sujet des plastiques, du CO2, etc., c'est que la mer est devenue le nouvel Eldorado. On va trouver en mer des ressources qui s'amenuisent à terre. Et donc, là, sur cette map monde, vous avez à la fois... Alors, ça, c'est le petit... Ah, voilà, c'est ça. Toutes ces petites tâches-là, ce sont dans ce qu'on a pu explorer, les nodules polymétalliques, qui sont donc comme des boules de pétanque. C'est des minerais amalgamés. Et donc, en ce moment, il y a une ruée vers l'or de ces ressources, y compris aussi autour des sources autour des dorsales océaniques. Là. Voilà, vous avez des projections qui viennent des fumerolles autour de... Il y a de l'activité sismique. C'est des écosystèmes qui sont très riches, dont on découvre la richesse. Et notamment, il y a des bactéries avec lesquelles on commence à faire des médicaments, etc. Plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et il y a des minerais aussi. Il y a des terres rares qui sortent de ces fumerolles. Et c'est pareil. Et alors, les fonds marins ont un cadre juridique. Ils sont... si vous voulez explorer, il faut demander une autorisation à l'autorité internationale des fonds marins, mais la colonne d'eau dessus, il y a zéro. Il n'y a pas la Convention internationale du droit de la mer, et le droit date de 82, qui au passage n'a jamais été ratifié par les États-Unis, entre autres choses. Eh bien, elle n'a prévu aucun statut juridique pour la colonne d'eau. Et c'est tout l'objet d'une négociation qui se joue en ce moment aux Nations Unies. Voilà. Dans les enjeux, on les voit pas bien, mais en jaune, vous avez le réseau mondial de télécommunications sous-marins, parce qu'on ignore aussi, mais 99% de notre Internet passe par la mer, par les câbles sous-marins. C'est des enjeux géostratégiques colossaux. Voilà, bon, je ne vais pas m'arrêter sur ces, parce que j'ai déjà été trop longue. Juste dans les solutions, parce que vous avez compris que moi, ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir des solutions, j'imagine comme vous tous. Le retour du transport à la voile avec... voilà, ça c'est le projet Neoline. Et puis, moi, il y a des sujets que j'essaie de pousser. Là-haut, c'est le parc marin de la mer d'Iroise. Je crois beaucoup aux aires marines protégées parce que c'est un outil de gestion, c'est un outil de gouvernance formidable. En vrac, là, ces solutions, là, on replante aujourd'hui du corail, là où il blanchit. Il faut savoir que je crois que c'est combien ? C'est 70-80% du corail qui peut mourir dans les années qui viennent.
Et puis moi, il y a un concept que j'aime bien promouvoir aussi, c'est celui d'infrastructure maritime à impact positif. On va développer des énergies, des grands champs d'éoliennes offshore, mais comme on a toujours une vue qui n'est pas systémique, on ne regarde pas forcément l'éolienne dans son environnement, on imagine poser des éoliennes point barre sur le sol, en faisant attention qu'il y a quand même un problème de rivalité avec les pêcheurs et qu'il vaut mieux les poser sur un fond sableux qu'en plein milieu des laminaires. Mais le concept qui est développé par un scientifique que je suis beaucoup, qui est maître de conférence à l'université de Montpellier, ce concept-là, il dit, mais changeons de paradigme. Comment mon éolienne pourrait finalement profiter à l'écosystème local ? Donc ça veut dire qu'il faut faire attention aux matériaux qu'on choisit, mais aussi à la géométrie des matériaux. Et du coup, cette image-là que j'aime bien. Voilà. Alors, je vais finir par mon océan bien commun quand même. On a lancé cette initiative. Moi, c'est un concept que j'ai découvert en 2013. J'ai organisé une conférence sur la gouvernance de la haute mer, un grand terme. Et on a lancé un appel de Paris pour la haute mer. Donc cet espace maritime au-delà des zones économiques exclusives. Et on parlait déjà de l'océan comme un bien commun. Et donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce que j'allais chercher. Moi, je vais chercher dans le bien commun un accélérateur de passage à l'action. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les déchets que nous a présentés François tout à l'heure, ils viennent de la terre. Il faut arriver à faire comprendre aux citoyens, y compris en haut de la montagne, qu'ils ont un impact sur la mer. Les cotons-tiges que tu présentais, etc., voilà, ils viennent bien en amont. Ici, on n'a pas... Ça veut dire que nos politiques publiques, il faut qu'elles s'intéressent, qu'elles aient à des problématiques systémiques, il faut des réponses systémiques et des gouvernances systémiques. Si j'ai accepté de devenir député européen, si je me suis engagée dans ce mandat, qui est passionnant, on pourra en reparler, mais il est vraiment passionnant, c'est parce que là aussi, je vais chercher des accélérateurs de passage à l'action, parce qu'il faut faire monter le niveau de l'océan au Parlement, à la Commission, on n'en parle pas assez, je veux dire, ce n'est pas encore un sujet, et parce que la gouvernance de l'océan est encore aussi, j'essaie avec mes petits bras musclés, puis avec mes collègues, je ne suis pas toute seule, on essaie de promouvoir une politique maritime qui soit véritablement intégrée, parce qu'elle existe, la politique maritime intégrée, mais on met quand même la pêche d'un côté, le transport maritime dans une autre boîte, etc. Pour moi, c'est une problématique sans nom. Et je voudrais juste citer un exemple. Tu parlais tout à l'heure de la directive cadre stratégie milieu marin, qui a donné, en fait, c'est elle qui a donné des éléments pour la directive cadre single-use plastique. Voilà. Eh bien, j'ai découvert, en ce moment, je suis rapporteure sur plusieurs textes, notamment sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, et aussi sur un rapport d'initiative sur l'impact des déchets sur les pêcheries. Et dans ce cadre-là, on a auditionné François, que je connais depuis longtemps parce que j'avais fait la préface d'un bouquin qu'il avait écrit il y a quelques années. Et puis on s'est connus parce que je m'intéressais aux déchets, à ses travaux. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, François, je ne sais pas si tu as repéré, mais les plastiques qui sont visés dans la directive cadre single-use plastique, ils ne viennent que des observations qui ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie milieu marin sur des plages. Sur des plages, on le sait, 1% est à la flotte, que le reste, tu nous l'as montré, etc. Ça veut dire qu'on ne s'est pas intéressé, il nous manque tellement de mesures finalement sur les plastiques, que finalement cette directive cadre single-use plastique, elle est pas mal, mais c'est qu'un tout petit bout du sujet, qu'il va falloir vraiment passer la vitesse supérieure sur le sujet. Et voilà, donc je peux vous dire que d'être allé sur le terrain, c'est quand même utile, et puis d'être en permanence en contact avec ceux qui agissent comme vous. Voilà, j'apprends beaucoup de choses et j'en ai besoin. Voilà, merci. Merci beaucoup.